Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on s'était intéressé au frottement avec les fluides. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au frottement avec les solides. Donc nous verrons la notion de frottement avec ou sans glissement, et ensuite nous verrons comment modéliser cette force d'une façon relativement simple. Alors avant de commencer à vous présenter tout cela, on va imaginer une situation. Imaginons on a un carton au sol, ici posé, et au début de l'expérience, il est immobile, il est juste déposé au sol. On a donc, si on fait le bilan des forces, le poids P et puis la réaction du sol qui va être notée R. Comme on sait que l'objet est immobile, on peut appliquer le principe fondamental de la statique et en déduire que la somme des forces extérieures est égale à 0. On en déduit donc que P plus R est égal à 0 et donc que R est égal à moins P. On va passer à la deuxième phase de cette expérience. On imagine quelqu'un qui essaie de pousser ce carton. Ce carton est relativement lourd, histoire de s'imaginer les choses, et on essaie de le mettre en mouvement. Au début, on le pousse assez faiblement, ce qui ne permet pas de mettre en mouvement le carton. Donc, imagine, il est relativement lourd, on essaie de le pousser, et il ne se met pas en déplacement. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'appliquer encore le principe fondamental de la statique et que la somme des forces est égale à 0. Mais si vous regardez, P plus R peuvent éventuellement s'annuler puisqu'ils sont collinéaires, mais il n'y a rien qui annule le vecteur F. Donc normalement, la somme des forces ici ne fait pas 0. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'essaye de mettre en mouvement ce carton, il va y avoir une force qui va se créer, une force de frottement, que je vais noter petit f, qui va s'opposer à la force F de poussée. Donc là, on en déduit que les forces verticales doivent s'annuler 2 à 2, et les forces horizontales doivent s'annuler 2 à 2, et on en déduit donc que petit f est égal à moins grand f. Imaginons maintenant que je pousse plus fort, j'essaie de pousser plus fort ce carton, mais toujours pas suffisamment pour que le carton se mette en mouvement. Donc là, voilà, la situation est à peu près la même que précédemment, seulement la force ici est plus forte, et donc, si je fais le bilan des forces, il va falloir que la force de frottement augmente, puisqu'on va exactement avoir la même chose que précédemment, mais il faut que cette force de frottement augmente. Donc la force de frottement, tant que l'objet est immobile, elle va avoir une propriété assez intéressante, c'est qu'elle va s'adapter. Elle va s'adapter, elle va augmenter, elle va s'amplifier en fonction des... C'est une sorte de résistance, si vous préférez, une résistance à la volonté de mouvement. J'aime bien le dire comme ça. On essaie de mettre en mouvement et la force s'oppose à cette volonté de mouvement. Alors, il y a bien un moment où on va pousser suffisamment fort pour mettre en mouvement le carton, donc il va y avoir une deuxième phase de cette expérience. Si je pousse maintenant beaucoup plus fort le carton, la force de frottement, elle, va être plus faible, c'est la force de frottement qui va l'emporter. On va donc, la force de poussée, pardon, qui va l'emporter. On va donc pouvoir appliquer cette fois-ci le principe fondamental de la dynamique. On aura la somme des forces extérieures qui sera égale à ma. Le poids et la réaction du support vont toujours s'annuler, et donc il faudra regarder ce qui se passe horizontalement, c'est-à-dire que la somme des forces donnera la force de frottement plus la force F, ce qui fera une accélération ici vers la droite, et donc une vitesse vers la droite. Donc là, on se retrouve dans un cas où on va glisser, notre carton va se mettre en mouvement, il va glisser sur le sol, et ça va générer des frottements qui seront constants. Là, je vous le dis, voilà, les frottements sont constants, contrairement aux frottements fluides qui dépendent de la vitesse. Là, on aura affaire à des frottements constants. Donc maintenant, comment allons-nous modéliser cette force de façon plus précise? Et il faut bien voir qu'on a deux situations, une situation dans laquelle on est immobile, on a une situation dans laquelle on est en mouvement, et on a un seuil à partir duquel on passe d'une situation à l'autre. Il va donc falloir vraiment trouver des lois qui permettent de représenter toutes ces choses. Alors pour vous donner ces lois, j'ai besoin de définir deux choses très simples, vous allez voir, en plus j'ai déjà donné les mots, donc ils vont vous paraître évidents, mais je préfère préciser les choses pour être clair dans la suite. On va définir ce qu'on appelle le contact. Donc imaginez, vous avez notre carton posé au sol, ou vous avez par exemple un objet un peu bizarre, on pourrait imaginer que c'est une table un peu design, avec deux points ici d'appui, ce qu'on appelle le contact. Le contact, ça va être les points qui sont communs entre A et B, donc A ici touche B ici, dans cette zone-là, et ici, l'objet A touche le sol B en ces deux points-là. Donc ça, ces deux points-là, je vais appeler ça le contact, les points de contact. Et donc, on va définir une deuxième notion, le glissement. Le glissement, c'est quand le corps A va se déplacer par rapport au corps B en gardant un point de contact. Donc on va avoir ce glissement, ce qui va provoquer nos frottements solides. Alors c'est un mouvement qui peut être relatif. On peut imaginer que A, donc ça c'est A qui vient se déplacer sur B, mais on peut imaginer B qui finalement bouge sous A, ça va générer des frottements sous forme de glissement. Donc voilà, des définitions. Alors les forces de frottement solides, elles vont être différentes dans les deux cas, on l'a vu tout à l'heure, et donc je vais vous énoncer en fait une loi
lorsque les frottements sont, lorsqu'il y a glissement et une loi lorsqu'il n'y a pas glissement. Alors je vais vous présenter maintenant les lois de Coulomb, qui va être une description simple de ces forces de frottement solides. En fait, ça peut être beaucoup plus compliqué. Lors de deux frottements, il y a des échauffements, par exemple, qui vont rentrer en compte. Il y a également aussi des transformations de matière avec des réactions chimiques. Donc voilà, il peut y avoir des choses compliquées, mais ça ne va pas être couvert par les lois de Coulomb, qui, elles, vont être relativement simples. Alors, on va différencier les deux cas, le cas où il y a glissement et le cas où il n'y a pas glissement. Donc, il faudra bien faire attention lorsque vous appliquerez les lois de Coulomb, à savoir dans quel cas vous êtes. Premier cas, le cas des glissements. Donc, on a ici notre carton qui se déplace à une vitesse V. On a une force de frottement qui va s'opposer à la vitesse. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, la norme de la force de frottement va être constante et elle va être donnée, cette norme de force de frottement, par un coefficient de frottement dynamique qu'on note mu ou mu-d, ça dépend si on veut faire apparaître le dynamique, mais très souvent on note juste mu, et fois la norme de la réaction au niveau du sol, au niveau du contact avec l'objet sur lequel on glisse. Donc là, voilà, on a la norme de cette réaction, et finalement, on verra un exemple, on verra que dans cette norme, ça peut faire apparaître le poids au final. On verra ça dans un exemple plus tard, que finalement ces forces de frottement vont être liées au poids, ce qui est assez naturel, puisque un objet qui est lourd, on a la sensation qu'il va frotter plus. Donc voilà. Mais vous allez voir comment plus loin. Ensuite, si on se place dans le cas où il n'y a pas de glissement, donc l'objet, cette fois-ci le carton est immobile, là, ça va être un petit peu plus compliqué, on va avoir une force qui va empêcher le mouvement. Donc j'aime bien le dire de la façon suivante, c'est une force qui va s'opposer à la volonté de mouvement. C'est-à-dire si je pousse mon objet comme ça, on va générer une force comme ça, qui va être de même direction, mais de sens opposé par rapport à ce qu'on aimerait faire comme mouvement. Et cette force, elle a une deuxième propriété, c'est qu'elle va s'adapter. Donc on va pouvoir prendre toutes les valeurs jusqu'à une certaine valeur limite. Et cette valeur limite, on l'obtient par le coefficient μs multiplié, encore une fois, par la norme de cette réaction au niveau du support. Donc là, ici, μs, c'est le coefficient de frottement dit statique, puisqu'on ne bouge pas. Et la dimension de μs, comme la dimension de mu d'ailleurs, c'est un coefficient sans dimension. Alors, je vous présenterai deux exemples de frottement solide, dans un cas de glissement et dans un cas, d'ailleurs, il n'y a pas de glissement. On va faire deux exemples dans deux petites vidéos que je vais faire juste après. Mais avant d'aller plus loin, maintenant que je vous ai décrit ça, je vais juste vous donner des petits ordres de grandeur sur les coefficients qu'on peut avoir. Donc, vous avez ici le coefficient de frottement dynamique et celui qui est solide pour différents types de contacts. Alors, c'est des valeurs à titre indicatif. Vous avez ici un contact acier-acier, vous allez avoir 0,4 sur le coefficient dynamique et 0,6 sur le coefficient statique. Vous voyez que les frottements finalement solides ici, on va pouvoir atteindre une force de frottement solide, un maximum, qui va être plus grand que lorsqu'on est en mouvement. Ça a comme conséquence, puisque μs est plus grand que mu. Et ça a la conséquence, c'est que ce sera plus facile de maintenir un objet en mouvement que de le mettre en mouvement. Une fois qu'on l'a mis en mouvement, en fait, pour le maintenir, il faudra générer une force plus petite que pour le mettre en mouvement. Ici, vous avez d'autres exemples, par exemple bois et bois, donc 0,3, 0,5. Ici, un contact intéressant, téflon-acier, qui est très faible, 0,04. Donc ça veut dire que les forces de frottement vont être très faibles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met des patins sous les meubles en téflon. Ça va limiter le contact. Alors là, c'est téflon acier, parce que j'ai pas trouvé téflon bois, mais souvent on met ça pour éviter de rayer son parquet et pouvoir déplacer facilement les meubles. Et on met des coussins en téflon collés au meuble et on va pouvoir déplacer facilement notre objet dû au fait que le coefficient de frottement est très faible. Vous avez le dernier, c'est pneu béton. Alors là, le coefficient de frottement, on le veut fort puisqu'on ne veut pas que les roues glissent, on veut qu'elles roulent. Donc on veut un coefficient de frottement important et en particulier un coefficient de frottement statique important, puisque quand on garde notre voiture, on n'a pas trop envie qu'elle se mette à glisser et qu'elle parte. Donc là, on a un coefficient vraiment très élevé, et ça c'est dû au fait qu'on a du caoutchouc, en plus il y a un effet de déformation qui fait qu'on a un contact qui est vraiment des frottements qui sont vraiment très bons. Voilà. Donc là, on va choisir naturellement les contacts en fonction de la situation et de ce qu'on veut faire quand on réalise un objet. Donc là, je vais passer à mes deux petits exemples. Je vais vous faire les vidéos pour cela. Dans un premier temps, on va s'intéresser au carton là qu'on essaie de pousser et on va regarder ce qui se passe quand on pousse de plus en plus fort, comment le carton va se mettre en mouvement.
Et puis dans un deuxième cas, on va mettre un objet sur un plan incliné et on va augmenter l'angle et on va regarder à partir de quel moment, en prenant en compte les forces de frottement, à partir de quel moment cet objet va dévaler la pente. Voilà. Et ben, je m'arrête là et je passe aux 2 vidéos d'après.